Corps. Corps. Corps à corps. Dans notre premier sujet, nous avons parlé de cette conférence nationale conservatisme qui a été annulée en Belgique par un bourgmestre, je le rappelle, un proche des Loups-Gris, donc ce mouvement nationaliste turc. Finalement, c'est assez révélateur d'une avancée islamiste contre laquelle on ne sait ou on ne lutte pas vraiment, en tout cas en Europe. Comment mener ce combat au niveau national, au niveau européen, dans un contexte international où la guerre israélo-palestinienne et même maintenant israélo-iranienne exacerbe les tensions. C'est tout le sujet finalement qu'on aborde aujourd'hui avec Alexandre Delval et Pierre Conessa. Bonjour Pierre Conessa. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien haut fonctionnaire, spécialiste des questions de géopolitique, essayiste et auteur notamment de L'état des lieux du salafisme en France aux éditions de l'Aube. Et puis nous sommes avec Alexandre Delval. Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin également. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, consultant international, chercheur associé au Center of Political and Foreign Affairs et au Centre français de recherche sur le renseignement. Vous êtes notamment auteur de Vers un choc global, co-écrit avec Jacques Sopelsa aux éditions L'Artilleur. Alors peut-être pour commencer, je ne sais pas, Alexandre Delval... Pour entendre, il faut que je mette ça ? Oui, c'est mieux. Alexandre Delval, si vous souhaitez revenir sur le profil de ce bourgmestre proche des Loups-Gris à Bruxelles qui a fait annuler cette conférence, ou plus particulièrement sur l'importance des Loups-Gris en Europe. Oui, les Loups-Gris sont extrêmement présents et depuis que en Turquie, la scène politique turque a réuni depuis 2016 surtout l'extrême droite du MHP. Alors le MHP, pour nos auditeurs, c'est le mouvement politique des Loups-Gris, le parti de l'action nationaliste. Depuis qu'il y a une alliance électorale entre Erdogan, entre le AKP d'Erdogan et les Loups-Gris, eh bien, il s'est opéré une sorte de synthèse islamo-nationaliste ou national-islamiste. Et du coup, les Loups-Gris en Europe, qui étaient jadis très extrême droite, très négationniste du génocide arménien, et qui n'était pas impliqué dans l'islamisme politique, eh bien, il y a eu, si vous voulez, une nationalisation de l'islamisme de l'AKP, et il y a eu une islamisation du nationalisme des Loups-Gris. Et donc, ils sont plus islamistes que jadis, même si ce n'est pas leur origine. Et ils sont à la fois virulents dans le thème de la lutte contre les Arméniens, les Kurdes, dans le nationalisme intégral, voire même l'antisémitisme, et beaucoup le génocide arménien qui est nié en permanence et avec une obsession pour la lutte contre les minorités qui diviserait la Turquie. Et depuis quelque temps, ils ont aussi ils ont aussi adopté une rhétorique beaucoup plus islamiste qu'avant. Donc ce bourgmestre est connu, il est lié à ce mouvement, il est lié aussi à l'islamisme turc en général. Pour conclure, il faut savoir que l'islamisme turc a une prétention particulière. Il se voit comme le phare de l'islam en concurrence avec les Arabes. Et donc c'est pour ça qu'il y a à la fois un islamisme turc, mais qui peut être également très nationaliste, puisqu'il faut rétablir une Oumma islamiste, mais c'est les Turcs qui en seraient l'avant-garde, encore mieux que les Arabes. Et cet islamisme-là contrôle une partie des communautés turques en Europe, en Belgique et en France, et il chasse un petit peu les Kurdes et les minorités, et les Alévis aussi. Leur phobie, leurs deux grandes phobies, c'est les Turcs qui ne sont pas sunnites et les Turcs qui ne sont pas turcophones. Donc, ethniquement, c'est les Kurdes, leur ennemi, et religieusement, ce sont les Alévis, pour nos auditeurs. C'est une branche très minoritaire et très laïque et syncrétique, ésotérique de l'islam chiite, qui est un peu proche des Alaouis, vous savez, de Bachar al-Assad en Syrie. C'est un petit peu le même genre de doctrine ésotérique, mais très laïcisante. Et derrière le parti kémaliste, il y a beaucoup d'Alévis. Donc la bête noire de ces loups-gris, c'est à la fois les Kurdes, parce qu'ils sont des séparatistes ethniques pour eux, et en même temps les Alévis. Et ça se reproduit en France et en Belgique ou en Allemagne. Les Alévis, les Kurdes sont régulièrement pris pour cible. Certains même Alévis se convertissent au sunnisme pour échapper à l'opprobre.
Donc voilà, ce sont des mouvements très dangereux parce qu'en plus, ils agissent dans la communauté turque européenne comme une sorte de donneur de leçons, de Oui. redresseur de tort, et parfois ils en arrivent à des actes physiques pour remettre dans le droit chemin des Turcs qui seraient trop intégrés. Leur obsession aussi, c'est le refus de l'intégration et l'idée que le Turc doit rester turc. On se marie avec une jeune Turque qui arrive du village et au bout de 3, 4 générations, mais on continue d'être turc et de ne pas se sentir. On est turc en Allemagne, par exemple, me disait un militant un jour, mais on n'est pas turc d'Allemagne. Oui, donc là, on voit bien cette notion de séparatisme, évidemment, qu'on se qualifie ici d'islamiste. Alors justement, c'est toute la question, Pierre Conessa, aujourd'hui, celle de votre livre, hein, du séparatisme au terrorisme. C'était le sous-titre de votre livre, État des lieux du salafisme en France. Aujourd'hui, donc là, on avait cette dernière actualité, mais il y en a plein d'autres. On voit cette montée rampante d'une forme d'islamisme contre laquelle on a de plus en plus de mal à lutter, peut-être aussi parce qu'il y a certains politiques qui profitent de ces alliances. Et puis d'un autre côté, il y a ce champ, cette comment dire, gestion de la géopolitique internationale. On voit aujourd'hui ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien, désormais étendu à l'Iran, qui ne fait qu'accroître finalement les tensions et à rendre difficile la lutte, je pense, sur le sol français. Oui, je reviens une minute sur ce que disait Alexandre. Ce qui me frappe maintenant, c'est que la Turquie n'a plus du tout la même situation géopolitique que ce qu'elle avait quand on était dans la guerre froide. À l'époque de la guerre froide, c'était considéré comme un verrou essentiel, si vous voulez. Bon. Or, cette espèce de dérive que connaît la Turquie devrait nous obliger à repenser, si vous voulez, notre rapport à la Turquie. A-t-on autant besoin de la Turquie que ce qu'était à l'époque de la guerre froide? Mais ça, c'est juste un point qui vient en appui de ce que disait Alexandre. Bon, moi, ce qui m'a frappé dans cette étude, c'est que j'ai considéré que la multiplicité des actes, si vous voulez, de contestation de la loi républicaine, hein, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les parents d'élèves, que ce soit dans toutes les multiples situations dans lesquelles des élèves contestent l'enseignement des profs, etc., cette multiplication de ces actes de séparatisme était en fait la construction d'un discours victimaire. On ne veut pas nous écouter. Et si on ne veut pas nous écouter, c'est parce que nous sommes victimes. Et cette victimisation sert ensuite à légitimer le passage à la violence. Bon. Je me suis amusé une fois à faire une comparaison parce que justement, ce que vous disiez sur la tolérance, entre guillemets, de certains hommes politiques à l'égard de ces revendications est particulièrement inquiétante. Si on avait une communauté hindouiste en France et que cette communauté hindouiste demandait par exemple que les vaches puissent circuler librement dans les rues, est-ce qu'on l'accepterait comme ça? Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte, si vous décentrez un tant soit peu le problème, vous dites, mais attendez, on est face à des hommes politiques qui sont prêts à tout accepter pour drainer une partie de ce vote musulman. Et c'est effectivement quelque chose qui est très préoccupant parce que, encore une fois, vous allez avoir des revendications qui paraissent à chaque fois tout à fait bénignes, de la viande halal dans les trucs, le droit à la prière, enfin tout ce qu'on veut. Mais ce sont à chaque fois des formes de séparatisme. Et ce séparatisme-là est la base même, si vous voulez, de la radicalisation. Et donc, on le voit particulièrement avec cet exemple du bourgmestre qui, pour plaire à un certain électorat, a décidé d'annuler cette conférence. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'effectivement, au fur et à mesure que vous avez des gens qui peuvent être amenés par intégration à la société à des postes de responsabilité, ils sont coincés entre ces deux identités et par moments, ils prennent des positions qui sont tout à fait intolérables en termes de droit d'expression, si vous voulez, de liberté de réunion, etc. Donc là, effectivement, ce cas est très caractéristique, mais je crois que ce n'est pas le seul. J'en avais constaté un autre aussi où il y avait eu interdiction d'une réunion par un maire qui considérait que c'était le trouble à l'ordre public. Alors on est dans la limite, si vous voulez, des pouvoirs du maire, parce que le trouble à l'ordre public, on l'a vu hier avec des manifestations qui n'avaient rien à voir avec ça et qui quand même ont fait du gros trouble à l'ordre public. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, il avait marqué idéologiquement son annulation en parlant de lutte contre l'extrême droite le matin même, et puis on sait qu'il est proche des Lougris. Donc c'est un profil très particulier. Celui-ci. Oui, mais regarde, cet exemple que vous citez sur l'extrême droite est extrêmement intéressant parce que quand il y a eu la grande manifestation contre l'antisémitisme en France, il y a eu une espèce de série de déclarations d'intention. On ne veut pas l'extrême droite. Mais aujourd'hui, l'antisémitisme est un antisémitisme islamiste. Donc on est dans une situation paradoxale. On va dire non, mais les islamistes, c'est pas pareil. C'est l'extrême droite qui est antisémite. L'extrême droite n'est plus antisémite. Elle est au contraire un défenseur d'Israël. Vous voyez comment on a du mal à recaler par moment le cadre intellectuel de nos analyses. Mais justement, alors je voudrais qu'on reste sur le cadre intellectuel de nos analyses. Et là, j'ai besoin de votre analyse à tous les deux, de vos analyses, pour resituer cette lutte contre
le séparatisme islamiste en France et en même temps le réalisme international. Et par moments, on a l'impression, et je vous ai entendu Pierre connaît ça sur d'autres plateaux, peut-être rappeler à une forme de réalisme. Vous vous rappeliez notamment que ce qui se passe en ce moment entre Israël et l'Iran, que l'Iran avait été en position de riposte, ce qui n'est pas forcément le discours ambiant. Et finalement, on a l'impression qu'il faut aussi, dans l'autre sens, rappeler une forme de réalisme au niveau international et que peut-être que ce réalisme pourrait nous permettre de mieux, d'être plus réaliste aussi sur notre propre sol. Oui, il faut prendre effectivement le fil chronologique des événements, c'est-à-dire que d'abord le cadre général d'Israël à l'égard des Palestiniens. Il y a évidemment cette répression brutale, extrêmement brutale, on doit être à 30 000 morts si vous voulez, à Gaza, mais il y a en même temps la poursuite de la colonisation en Cisjordanie. Et cette colonisation en Cisjordanie porte directement atteinte à la partie qu'on croyait être fiable, si vous voulez, de l'État palestinien. Bon. Et donc, on a en fait un extrémisme israélien qui va se heurter à un extrémisme gazaoui, le Hamas, et puis évidemment avec un vieux compagnon de route qui lui est l'extrémisme institutionnalisé, qui est l'Iran. Et donc c'est face à ces trois extrémismes-là qu'il faut se positionner. Il n'y en a pas un qui est plus défendable que l'autre. Ce sont des juifs intégristes qui créent des colonies sauvages en Cisjordanie et en plus ils les font protéger par l'armée israélienne. Bon, imaginez une minute qu'on décide que toutes les personnes qui s'installent en France ont droit à des routes protégées par une armée étrangère. Donc on est face à des choses où on oublie, on oublie la réalité des faits. Et effectivement, si Netanyahou a décidé d'internationaliser le conflit à Gaza, c'est parce que justement, il sentait qu'il y avait des résistants dans l'opinion. Donc le meilleur moyen de refaire les rangs derrière vous, c'est de déclencher une guerre. Oui. Alors, Alexandre Delval, d'abord, est-ce que vous avez peut-être sûrement des choses à dire par rapport à ce que vient de dire Pierre Conessa ? Oui, bon, je pense qu'on n'a pas exactement la même position sur Israël, mais je préfère voir ce qui nous unit, car on s'estime plutôt que ce qui nous divise. Là où je suis d'accord, c'est qu'il y avait une volonté d'Israël de susciter une riposte iranienne, pour une raison très simple. L'Iran est un pays du seuil. Il est à plus de 60% d'enrichissement de l'uranium. Il en faut 90 pour avoir la bombe nucléaire. Certains disent qu'il est même déjà à 80 et quelques, etc. Donc Israël va devoir frapper l'Iran assez bientôt. En tout cas, c'est ce que veulent les proches de Netanyahou et Netanyahou lui-même. Ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Pour le faire, ils ont besoin de l'appui occidental et américain. Oui. On a bien vu quand il y a eu la riposte iranienne, ils ont eu besoin des systèmes antimissiles européens et américains. Les trois systèmes antimissiles israéliens n'ont pas suffi. Et comment je suscite la solidarité de l'Amérique qui, pour l'instant, ne veut pas m'aider à frapper le régime iranien? Eh bien, en le provoquant, en le mettant dans une situation, comme on dit aux échecs, de zugzwang. C'est-à-dire, il est obligé de jouer un coup qui va être ensuite entraîner quelque chose de fatal. C'est mon article de Valeurs Actuelles il y a 3 jours. Et donc, l'Iran étant quand même le pays qui a inventé les échecs, n'est pas tombé dans le panneau en ne faisant pas une riposte trop radicale, extrêmement mesurée, juste de quoi saturer pour juste montrer de quoi il est capable, mais sans faire de victimes. Ça a été calibré de manière extrêmement précise pour justement ne pas tomber dans la situation où l'Iran ferait des dommages sur le territoire israélien, en utilisant en plus, par exemple, simultanément 3 fronts, les Houthis, le djihad islamique, le Hezbollah. L'Iran peut faire des dommages beaucoup plus gros sur la société civile israélienne. Et là, ça entraînerait les Américains dans une guerre contre l'Iran. Donc l'Iran ne veut surtout pas tomber dans le piège de la guerre. Et c'est pour ça que finalement, il y a un dialogue stratégique entre les deux. Et aucun veut tomber dans le piège de l'autre. De l'escalade. D'où le calibrage qui a beaucoup surpris certains. C'est très intéressant à suivre pour ceux qui aiment les échecs et la stratégie, la façon intelligente dont chacun riposte. Alors, il y a des extrêmes des deux côtés. On a l'impression que c'est complètement hystérique. Et en réalité, derrière l'hystérie des faucons des deux, eh bien, on a quelque chose de très raisonnable dans le calibrage des réactions à cause de cela, justement. Mais effectivement, les Israéliens espéraient une riposte qu'ils ont suscité pour faire tomber dans un piège le régime iranien. Oui, parce que c'est ça, la riposte qu'ils ont suscitée, là tout de même, on peut dire qu'ils ont franchi une ligne rouge en attaquant un bâtiment diplomatique. Alors apparemment, selon pas mal d'informations, ce n'est pas sûr que ça soit vraiment un bâtiment du consulat.
ce serait un bâtiment utilisé, mais qui ne serait pas territoire consulaire. À vérifier, mais apparemment, ça commence à être démenti. C'était un bâtiment annexe qui n'était pas rattaché ni à l'ambassade ni au consulat. Mais admettons, si on se met du point de vue iranien, c'est tout à fait inacceptable. Mais si on se met du point de vue israélien, les Israéliens disent l'argument suivant: on s'est retiré du Liban Sud depuis très longtemps. Et pourtant, l'ennemi nous attaque. Ensuite, il y a eu la guerre des 33 jours en 2006, et l'ONU a décidé qu'il fallait que le Hezbollah se retire à plus de 30 kilomètres. Or, cette résolution, qui était la résolution de paix après la guerre des 33 jours en 2006, n'a pas été respectée par le Hezbollah, qui continue à tirer sur nous, étant ravitaillé par l'Iran. Donc, on frappe celui qui nous frappe, et y compris le commanditaire de celui qui nous frappe, puisque le Hezbollah est en partie, pas seulement parce qu'il a un agenda propre, il est en partie aussi un proxy de l'Iran. Du point de vue de l'Iran, bien entendu, il fallait riposter pour ne pas être complètement discrédité. Donc, si on fait de la géopolitique, on se met dans la peau des deux, et ça ne pouvait pas être autrement. Mais le calibrage est très intelligent. Oui. Ça montre bien que les deux sont en dialogue stratégique pour l'instant. Oui, et bien sûr, Pierre Conessa, je vais vous redonner la parole, mais rajouter que Téhéran a considéré, enfin, a précisé que pour eux, l'affaire était close après la riposte du 13 avril, les 150 drones tirés. Ils ont précisé, ils ont dit l'affaire pour nous est close. Et puis, alors, il y a eu ensuite la réponse israélienne le 19 avril. Et là, de nouveau, intéressant dans ce que vous expliquiez, Alexandre Delval, sur ce jeu d'échecs, on peut dire, le porte-parole de la diplomatie iranienne expliquait que ce qui s'est passé cette nuit, donc la nuit d'une nouvelle salve de drones israélienne, ce qui s'est passé la nuit dernière n'était pas une attaque selon eux, pas une attaque étrangère en tout cas, et précisant derrière, il s'agissait de 2 ou 3 drones quadrirotors comme les jouets avec lesquels les enfants jouent en Iran. Donc là, c'est vraiment une façon de relativiser, ou aussi de se moquer un petit peu, mais en tout cas de relativiser pour ne surtout pas monter dans cette escalade. Donc on voit que c'est un... Ils sont obligés. Ils sont obligés parce que s'ils reconnaissent qu'Israël a frappé le territoire iranien, la rhétorique, il faut voir que la rhétorique du régime iranien est obsessionnellement anti-sioniste, anti-juive et anti-israélienne. Et c'est existentiel depuis Khomeini. Et donc, ils sont obligés de minimiser parce que sinon, ils sont obligés encore de riposter. Et là, ils risqueront plus de tomber dans le piège que leur tendent les Israéliens. Donc, comme l'Iran n'a aucun intérêt à une guerre régionale qu'elle perdrait aujourd'hui, le fait de minimiser, c'est vrai que ce n'était pas énorme la riposte. Oui. Non, mais c'est intéressant. Mais elle avait un message précis quand même. Le message passé par le gouvernement est intéressant, en effet. Il y a eu quand même la destruction d'un radar en Syrie, et il y a eu quand même des drones qui ont pu frapper, même s'il n'y a pas eu de dégâts, une ville où il y a les principales installations nucléaires qu'il faudrait un jour détruire. Le message était très clair. Nous frapperons Ispahan la prochaine fois. C'est un message qui a pour but de dissuader, mais les Iraniens avaient intérêt à nier l'origine israélienne, ou à minimiser, ou à le ridiculiser. Comme ça, ils n'ont pas l'air ridicules eux-mêmes en ne ripostant pas. On a bien compris. Pierre Conessa. D'abord, la frappe sur ce bâtiment en Syrie. Mais peu importe que ce soit un bâtiment diplomatique ou pas. Il y a eu 2 généraux des gardiens de la Révolution qui ont été tués. Il y a eu 16 personnes qui ont été tuées. Je veux dire, on ne peut pas négliger le fait qu'il n'y a eu aucun mort du côté de la rétorsion israélienne et qu'il y a eu 16 morts, notamment à Damas. Donc, il faut à chaque fois faire attention à la position de l'autre, si vous voulez. Parce que si on prend fait et cause pour l'un, effectivement, c'est toujours la guerre préventive ou la guerre juste. Bon, l'invention de la guerre préventive, avouez que c'était beau. C'est les néoconservateurs américains qui avaient inventé ça. C'est l'idée de faire la guerre pour éviter la guerre. Deuxième remarque d'Alexandre, si on part du principe que quand vous êtes attaqué, vous avez le droit de frapper non seulement votre ennemi direct, mais celui qui commandite votre ennemi direct, comme notre principal problème c'est le salafisme en France, je veux dire, il faudrait frapper l'Arabie Saoudite. Vous voulez que je poursuive la démonstration ou pas? Vous voyez bien qu'on est dans une situation où dans certains cas on tolère, si vous voulez, cette répression en disant... Troisième remarque sur l'Iran. Mais l'Iran a une identité propre. L'Iran ne pense pas que par rapport à nous. Une des variables de la diplomatie extérieure iranienne, c'est de reprendre le leadership sur le monde arabe. N'oubliez pas que c'est la scission sunnite-chiite. Si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, vous avez une guerre sunnite-chiite au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie, en Irak,
au Yémen et même en plus au Nigeria. Bon, vous pensez bien que cette variable-là est une variable au moins aussi importante qu'Israël dans la pensée iranienne. Et donc il faut penser comme pense l'autre, si vous voulez, qui est souvent le meilleur moyen d'éviter les faux pas bellicistes, si vous voulez. Mais enfin, pour ça, nous avons suffisamment de gens sur les plateaux télé pour expliquer qu'il faut faire la guerre sans y aller eux-mêmes. Non mais, oui, mais c'est justement pour ça qu'on vous réunit tous les deux aujourd'hui, parce que vous avez beaucoup plus de nuances et de réalisme finalement dans l'analyse de ces conflits qu'on peut l'entendre en général ailleurs. C'est pour ça que je suis très heureuse de vous réunir tous les deux, même si par moments vous avez des points de divergence, mais c'est toujours intéressant justement. Vous avez rappelé que... La divergence n'est pas non plus énorme, parce que moi j'ai critiqué toutes les interventions américaines et anglo-saxonnes, j'ai critiqué toutes les guerres et je ne suis pour aucune intervention en dehors de son sol. Donc, peut-être qu'on m'a mal compris, mais moi, je ne dis pas qu'il faut une guerre contre l'Iran. Je dis juste que c'est le point de vue israélien. C'est pas pareil que d'y adhérer. Non, mais je suis d'accord. Et donc, je ne pense pas qu'on soit tant en désaccord que ça, même si Pierre a dû croire que j'étais va-t-en-guerre pour Israël, pas du tout. En ce qui concerne le salafisme, il est vrai que le salafisme en Europe prend sa source dans le wahhabisme saoudien, pas que, mais en partie. Et il est vrai qu'à un moment, il faudrait non pas intervenir militairement, mais nous responsabiliser par rapport à des alliances que j'appelle anti-civilisationnelles. On a des alliés économiques au Moyen-Orient qui sont des ennemis civilisationnels. Ça pose quand même un gros problème. Alors, on ne peut pas, bien sûr, rompre les relations avec des pays qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, bien sûr, mais il faudrait peut-être au moins empêcher que ces pays aient une ingérence religieuse et politico-religieuse sur notre sol. Et je conclus, j'ai oublié de dire un truc important tout à l'heure, le monsieur qui voulait interdire le congrès à Bruxelles, le bourgmestre, parce que c'est un congrès d'extrême droite, il appartient à un mouvement, les loups gris, dont le leader historique voulait l'alliance de la Turquie avec Hitler. Turkes Asparslan. Donc c'est quand même gonflé. Le type, il appartient à un mouvement à côté de qui le FN est social-démocrate. Le MHP, c'est à l'extrême droite de l'extrême droite française ou belge, et il donne des leçons de morale. C'est là qu'on voit l'extrême fourberie de ces gens capables. C'est comme les frères musulmans, quand ils disent qu'ils combattent l'islamophobie de l'extrême droite, leur mouvement a été allié avec le Troisième Reich également pendant la Seconde Guerre mondiale et même avant, même plusieurs années avant. Donc on a des gens qui sont capables d'être fachos, antisémites, pro-nazis dans leur propre idéologie, et ils nous traitent de fascistes et de nazis ou d'extrême droite parce qu'ils connaissent très bien la culpabilisation des Européens, leur cerveau constamment obsédé par la Seconde Guerre mondiale, et ils nous remettent en quelque sorte une rhétorique dont ils savent à laquelle nous sommes vulnérables. Et ils auraient tort de se gêner. Mais à nous de ne pas être dupes quand ils traitent les islamophobes comme tels ou les autres d'extrême droite, parce que eux-mêmes, le fascisme islamiste est une extrême droite. L'islamisme radical est une forme de nazisme religieux, si vous voulez, qui veut un Lebensraum planétaire, qui veut liquider les infidèles. Il faut leur renvoyer dans la figure ce qu'ils renvoient tout le temps aux soi-disant islamophobes. Mais alors c'est justement là où je voulais en venir dans cette émission avec vous deux. Puisque tous les deux, finalement, vous travaillez sur les questions internationales et sur les questions de la lutte contre le salafisme, le frérisme en France, c'est finalement notre cohérence, nous, dans notre politique internationale et notre politique nationale. Et là, il y a quand même des questions à se poser sur, vous l'avez dit, on pourrait interroger nos alliances avec l'Arabie Saoudite. L'Iran, entre guillemets, est considéré aujourd'hui comme le grand méchant, mais pourquoi, dans ce cas-là, ne pas faire autant pour d'autres pays qui portent les mêmes entre guillemets valeurs. Enfin voilà, donc autant de questions, Pierre Conessas, sur la cohérence entre nos alliances et notre lutte contre l'islamisme radical au plan national. Moi, je voudrais faire un retour en arrière, si vous voulez, sur notre système d'analyse, c'est-à-dire notre système de valeurs, la droite et la gauche. Bon, je ne sais pas, ça paraît idiot, mais vous savez, c'est quand Aaron est mort que tout le monde a reconnu qu'il avait raison. Or, à l'époque, pensait que c'était Sartre, le grand homme. Or, il n'y a pas un homme qui s'est plus trompé sur les questions internationales que Sartre. Il a été stalinien, il a été communiste, il a été maoïste, il a même été Khmer Rouge. Donc, on peut se demander, effectivement, notre système droite-gauche, si vous voulez, est un système qui avait un système de valeurs, en tout cas pendant un certain temps, mais qui aujourd'hui ne l'a plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas qualifier un deuxième principe, si vous voulez, dans les guerres, et notamment à l'époque de la colonisation, l'ennemi de son ennemi est votre ami. Ça veut dire que quand vous aviez, par exemple, en Ukraine, des gens qui se ralliaient
au nazisme, aux troupes qui envahissaient le pays, ils se vengeaient contre les commissaires politiques qui avaient été responsables de l'Holodomor. Et donc aujourd'hui, leur ressortir Bandera en disant « mais regardez, c'est des anciens nazis », c'est inadmissible. De la même façon qu'à l'époque de la colonisation, comme le disait Alexandre, il y a des gens qui étaient proches des nazis parce que c'était le pouvoir contraire à leur pouvoir colonisateur. Donc il faut faire attention à transférer, si vous voulez, des concepts qui sont les nôtres, qui n'ont pas obligatoirement la même signification. Oui, mais c'est souvent une tendance qu'on a, nous, justement, occidentaux, à porter, entre guillemets, nos valeurs occidentales ailleurs et en collant notre schéma de pensée. Oui, mais ça, vous savez que la Terre est plate et qu'on en est le centre, ça on le sait depuis longtemps. Le deuxième aspect sur lequel Alexandre a raison aussi, c'est que finalement, si vous prenez le temps long, début du XXe siècle, l'Occident triomphant. Bon, on a colonisé la planète, on a la révolution industrielle, etc. Puis Première Guerre mondiale, 20 millions de morts, Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de morts, etc. Avec une posture intellectuelle de nos intellectuels qui commencent à critiquer ce système et qui finalement vont aboutir, en étant complètement aveugles sur ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer. Mais enfin, en tout cas, cette critique interne va introduire un cycle de la repentance. Et cette repentance, c'est celle qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on continue à se dire, oui, mais il faut les comprendre les pauvres parce que regardez l'attitude de la France insoumise à l'égard des islamistes. On a l'impression que s'ils défendent des victimes qualifiées par eux comme victimes, ils ne reconnaissent pas la fragilité, si vous voulez, du système démocratique qu'on a mis beaucoup de temps à construire. Donc, il y a tout le système intellectuel qui est à revoir. Ce n'est pas par rapport à un critère droite-gauche. Je sais qu'il est utile, celui-là, parce qu'on l'a beaucoup utilisé, mais il est usé. Voilà. Oui, d'accord. Et ce cycle de la repentance, si vous voulez, est assez intéressant. Moi, je suis en train d'écrire un article là-dessus, sur repentance et victimisation, parce qu'une fois que vous avez construit un discours victimaire, aujourd'hui en Europe, vous avez droit à compensation. Le premier acte, ça a été évidemment la compensation de la Shoah avec la création d'Israël. Mais aujourd'hui, vous avez des revendications LGBTQ++, et le plus, personne ne sait ce que ça contient. Mais ça ouvre d'autres débats, si vous voulez, de victimisation. Alors, Alexandre Delval, je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Et puis, je voudrais revenir sur cette cohérence internationale-nationale. Et notamment, puisque vous en parliez, vous êtes entre guillemets contre ces interventions guerrières. Il y a eu beaucoup d'interventions américaines, notamment, occidentales en tout cas, dans des pays du Moyen-Orient, l'Irak, la Syrie, puis on peut même citer dernièrement l'Afghanistan, qui finalement n'ont fait qu'augmenter le radicalisme de l'islam porté par ces pays, donc, et sur notre sol également. Donc finalement, on se demande si, encore une fois, notre politique internationale est tout à fait cohérente. Non, notre politique internationale n'est pas cohérente. J'avais fait mon travail de HDR là-dessus au niveau universitaire sur la géopolitique qui est contredite parfois par des incohérences civilisationnelles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on a une attitude et un choix au niveau externe qui est à l'inverse total de nos valeurs. On a des valeurs universelles, LGBTistes, des wokistes, ou jadis républicaines, universalistes, lumière, tout ce que vous voulez. Et nous soutenons à l'extérieur des régimes qui sont totalement opposés à ces valeurs, mais ça c'est normal que les régimes ne soient pas tous d'accord entre eux, chaque pays a ses valeurs, mais en plus nous permettons à ces régimes et à ces idéologies d'agir sur notre sol. Ça c'est une extrême incohérence. On veut exporter la démocratie et l'universalisme des Lumières ou des droits de l'homme dans des pays avec des bombardements qui font l'effet contraire. Mais par contre, on n'est pas capable de faire respecter ces droits de l'homme et ce primat de l'individu sur le religieux. Hein, c'est la naissance de la modernité avec un grand M. Vous savez, quand l'individu s'émancipe, il y a une hétérogénéité et donc une hétéronomie. Et donc ça, c'est complètement contradictoire. Et ça me rappelle ce que disait un ancien ministre français, Charles Pasqua. Un jour, il me disait, je suis allé en Arabie Saoudite parce que je l'avais questionné comment il avait fait pour empêcher le financement du salafisme le peu de temps qu'il était ministre de l'Intérieur. Il m'a dit, je suis allé en Arabie Saoudite, j'ai rencontré mon homologue et je lui ai demandé d'arrêter de financer le salafisme en France car c'est quelque chose qui a des effets extrêmement néfastes pour l'intégration dans nos banlieues. Et il m'a raconté que son interlocuteur était presque touché. Il lui a dit pas de problème. Et il lui a dit mais on ne vous l'a jamais demandé avant. Et son interlocuteur a dit non, avant vous, personne nous avait demandé d'arrêter l'ingérence, de financement du culte musulman en France. Ça veut dire qu'on a des dirigeants
qui n'ont aucun souci civilisationnel. Leur souci de répandre les valeurs universalistes qu'ils invoquent dans des guerres impérialistes, ils s'en contrefichent quand ils gèrent leur propre pays d'un point de vue de la sécurité. Et ça veut dire qu'on est dirigé par des gens totalement irresponsables. Oui. Depuis 50 ans, on a laissé les frères musulmans d'un côté, les Turcs, les Miligurush de l'autre, on a laissé les salafistes, on a laissé le tabligh, par exemple, le tabligh indo-pakistanais ou le mouvement Déoband. Vous savez qu'en France et en Europe, on a des gens qui sont déobandes. J'ai rencontré un déobande à Barcelone récemment. Le déoband, c'est quand même l'école juridique des talibans. C'est une des écoles les plus fanatiques qui hybridise deux écoles juridiques avec le wahhabisme. C'est quelque chose parmi ce qu'il y a de plus fanatique et c'est ce qui a formé les talibans. Bien, les déobandis, les barelvis qui sont assez proches, les tablighis, comme les frères musulmans, comme le Miligurush turc, comme les salafistes, ont pignon sur rue chez nous. En Angleterre, ils ont même gagné des élections universitaires, les fameux talibans, donc les déobandes. On a même des mouvements comme le Hizb ut-Tahrir qui ont été interdits à Gaza ou au Tadjikistan comme mouvement terroriste et ils sont tout à fait libres en Angleterre. J'avais rencontré un ancien responsable de la sécurité anglais qui s'en vantait. Il se vantait quand l'Angleterre avait accueilli ce qu'il y a de plus fanatique, interdit même dans des pays musulmans. Donc ça, c'est la grande incohérence des pays occidentaux. Ils affichent les lumières et les droits de l'homme, mais ils veulent offrir à nos concitoyens musulmans l'islam le plus rétrograde que beaucoup de pays musulmans eux-mêmes combattent. C'est ça qui est une folie pure. Moi, quand je vais aux Émirats ou en Égypte, on me dit, mais vous êtes fous de laisser les musulmans dans les mains de fanatiques que nous-mêmes nous combattons. Et là, on se dit, mais à quoi pensent nos hommes politiques? Quel est leur but? Là, c'est complètement sidérant. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dessus. Je n'ai pas trouvé pourquoi nos hommes politiques ont confié nos compatriotes musulmans, à qui nous devrions aussi... l'égalité, ça veut dire qu'on traite tout le monde pareil. Oui. Nous devrions transmettre les lumières à nos musulmans comme à nos chrétiens. Ben non, les musulmans, il y a une sorte de... Ça, à mon avis, c'est le vrai racisme de nos autorités. Pour les musulmans, ils peuvent rester moyenâgeux. On va leur offrir les imams les plus débiles qui existent, les moins formés et les plus moyenâgeux. Par contre, l'islam des Lumières, ça va rester un truc de luxe pour éventuellement une petite élite bourgeoise, mais à nos musulmans, on va leur offrir les frères musulmans, les salafistes, le Miligurush turc, le Qatar, les déobandes, les barelvis. Non, mais quand on y pense, c'est une véritable folie stratégique qui crée une bombe géopolitique et civilisationnelle à retardement chez nous. Oui. Alors, Pierre connaît sa réaction à cette folie stratégique de l'élite occidentale. Et j'ajoute, pour revenir sur notre actualité, ce conflit israélo-iranien, désormais en plus de palestinien, peut-être aussi, est-ce que l'échec de l'analyse, on va dire, en tout cas mainstream, comme on dit, peut avoir tendance à renforcer aussi ces mouvements, ces radicalisations sur notre sol? Deux remarques. D'abord sur ce que disait Alexandre. Oui. Rappelez-vous cette phrase de Saint-Just. Personne n'aime les missionnaires armés. Personne n'aime les missionnaires armés. Or, depuis 90, on a fait une vingtaine d'interventions extérieures, à chaque fois guidées évidemment parce que nous sommes le bien et que nous apportons la civilisation. Oui. Toutes ces interventions militaires se sont toutes terminées, comment dire, mal. Oui. C'est-à-dire qu'il a fallu se retirer. Regardez l'exemple de l'Afghanistan. Ah oui, celui-là est particulièrement... La meilleure armée du monde aujourd'hui, c'est l'armée afghane. Oui. Ils ont gonflé les Britanniques à l'époque de l'Empire, ils ont gonflé les Russes au bout de 10 ans, ils ont gonflé les Américains au bout de 20 ans. Bon, vous voyez comment les critères, si vous voulez, de classification des armées sont des critères artificiels. Bon. La question des droits de l'homme, si vous voulez, c'est quand même fascinant. On a construit un discours de l'universalisme, sauf que quand on adopte en 1948 la Charte internationale des droits de l'homme à l'ONU, les 5 membres permanents sont les États-Unis qui sont racistes et ségrégationnistes, la France et la Grande-Bretagne qui sont les 2 grandes puissances coloniales de la planète, la Russie de Staline et la Chine de Chiang Kai-shek. Donc dans le genre, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, on est quand même très très bon. Et donc on est dans une situation, si vous voulez, où aujourd'hui, par exemple, vous avez une poussée du radicalisme religieux dans toutes les grandes aires religieuses, pas seulement chez les islamistes. Quand vous avez les néo-évangéliques américains qui poussent à la guerre, notamment contre l'Irak, alors qu'il n'y avait pas d'Irakiens dans les avions du 11 septembre, vous vous souvenez, ils poussent à la guerre. Pourquoi? Parce que leur argumentaire est religieux. Ils disent, mais il faut la constitution du Grand Israël parce que c'est le préalable au retour du Messie.
Alors il y a une scène cocasse parce que, comme vous savez, chez les Juifs, le Messie n'est jamais venu. Pour les chrétiens, il est déjà venu une fois. Donc Netanyahou, qui a quand même besoin des néo-évangéliques, une fois dans une discussion qui tournait un peu au vinaigre, leur a dit, écoutez, le jour où le Messie viendra, on lui posera une seule question. Est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la deuxième fois que tu viens? Vous voyez comment on arrive à concilier des radicalismes sur des bases géopolitiques complètement surprenantes. Et donc... Troisième remarque, et moi j'adhère complètement à ce que dit Alexandre, c'est-à-dire qu'on a construit un discours de la tolérance où on aboutit à nier nos propres valeurs. Oui. Et en particulier sur la question de l'expulsion. Vous avez vu que récemment on a expulsé deux imams radicaux, j'ai trouvé ça fantastique, c'est un basculement géopolitique. Oui. Pourquoi? Parce qu'on avait les Anglais qui se félicitaient de leur société communautarisée. Vous vous souvenez, ils disaient regardez chez nous, tout le monde vit bien, etc. Quand il y a eu les attentats... C'est le modèle anglais d'ailleurs de l'intégration. Quand ils ont eu les attentats, ils ont vidé le stock, brutalement. Bon, nous, quand on expose ces deux imams, on dit, regardez, c'est fantastique, on progresse. Non, on est dans une espèce de réglementation européenne qui est absolument folle, que vous connaissez. Je crois qu'elle date de 2012, où la Cour de justice européenne a décidé qu'on ne pouvait pas expulser quelqu'un si sa vie ou si ses conditions de réception dans son pays d'origine n'étaient pas bonnes. Vous croyez que les Algériens vont récupérer leurs salafistes? Je veux dire, c'est une histoire de fou. Oui. On est dans une situation où aujourd'hui, quand vous êtes un terroriste condamné, qui a purgé sa peine, qui est libéré, qui ne peut plus être expulsé, vous êtes à la charge de la République. C'est-à-dire que vous êtes mieux logé, nourri, blanchi qu'un SDF français. Vous voulez que j'arrête ou c'est pas la peine? Vous voyez ce que je veux dire? On est dans une situation qui est devenue complètement folle. Moi, j'ai été conseiller de tribunal administratif à la sortie de l'ENA. Mais je me suis heurté à quelque chose qui me surprenait, c'est que le juriste raisonne en droit. Les faits lui importent peu. Une des dernières affaires que j'ai eues au tribunal administratif était le cas d'un type qui était frappé d'un arrêté d'expulsion, etc., mais inexpulsable parce que père d'un enfant né en France. Simplement, on avait le rapport de police et on s'apercevait que non seulement il ne s'occupait pas de son ancien femme, mais quand il voyait son ex-femme, il l'a frappé. Alors on se disait, mais vous savez que le Conseil d'État a toujours considéré qu'une expulsion crée un préjudice difficilement réparable, donc il faut prononcer un sursis. Moi j'ai dit, mais attendez, le sursis, c'est pas pour le protéger lui, c'est pour protéger sa femme. Pourquoi est-ce qu'on accorderait le sursis à un type qui, à chaque fois qu'il verrait sa femme, la frapperait? Donc j'ai dit, non, je refuse le sursis. Et bien ça a été 3 heures de délibéré pour que j'obtienne gain de cause. Vous voyez comment finalement la comparaison entre le droit et les faits est absolument terrible. Oui. Alors, je voudrais aller plus loin encore dans cette question que je vous ai posée, finalement. Est-ce que si on interprétait mieux, si on faisait plus attention à nos alliances, à nos interventions internationales, cela nous permettrait aussi de mieux contrôler le développement de l'islamisme en France, puisque finalement il s'appuie sur un discours victimaire qui parfois, malgré tout, peut s'appuyer d'arguments réels. Écoutez, moi, sur le discours victimaire que tiennent les particuliers les plus extrémistes des musulmans, d'abord, je vais faire remarquer une chose, c'est qu'il y a une intégration silencieuse des musulmans. Vous avez des tas de musulmans français qui ne cherchent aucune difficulté avec les lois de la République. Simplement, d'un seul coup, quand il y a un attentat, on leur dit « Bon, alors vous êtes musulman, qu'est-ce que vous en pensez ?» Les types, ils vous disent « Mais attendez, pourquoi vous m'interpellez moi? Je suis un Français comme un autre. » Je me souviens d'avoir discuté avec une chercheuse avec qui je travaillais, parce qu'elle avait un nom d'origine algérienne. Moi, je suis né en Algérie, donc je lui ai dit « D'où est originaire votre famille ?» Et elle me dit, mais si j'avais eu un nom juif, est-ce que vous m'auriez posé la question? J'ai été mouché, parce qu'effectivement, elle disait quelque chose qui est encore notre mode de pensée vis-à-vis de ce processus silencieux. Donc c'est difficile d'analyser un processus silencieux, mais c'est celui-là qui se passe. Et donc il vaut mieux, si vous voulez, sanctionner ceux qui sont les plus sortis de la route, si vous voulez, parce que ça protège les autres. Tandis qu'à chaque fois qu'on les assimile en leur disant bon, alors qu'est-ce que vous en pensez, on les renvoie à leurs conditions premières. Et donc, si vous voulez, encore une fois, moi je plaide pour la procédure d'expulsion, et encore une fois, avec des choses qui sont tout à fait applicables. Simplement, si la jurisprudence européenne doit être changée, elle doit être changée. Ouais, Alexandre Delval, je vous pose la même question. C'est-à-dire que ces interventions occidentales, américaines, qui ont parfois été au nom de grandes valeurs et finalement n'ont fait que détruire un pays et le rendre encore plus radical qu'avant, est-ce que ce n'est pas finalement un argument qui peut s'entendre et en tout cas, notre cohérence dans ces interventions pourrait-elle nous aider, si on était plus cohérent et moins interventionniste, est-ce que ça pourrait nous aider à lutter contre l'islamisme en France, enfin sur notre sol? Est-ce que vous voyez la question? J'en suis sûr, parce que les interventions, ce n'étaient pas toutes, mais les interventions américaines qui ont été livrées au nom de la lutte contre la terreur, sous-entendu la terreur islamiste, en plus ont abouti à l'effet contraire. C'est la fameuse doctrine, vous savez, du général Petraeus,
quand on tue un djihadiste, ça fait pas un de moins, ça fait 4 de plus. Mm. Puisque comme on a rasé sa maison, on a plusieurs membres de la famille qui vont être djihadistes. Donc nos opérations ont eu l'effet contraire. Souvent, très souvent, elles ont procédé par mensonge. Donc, ce qui viole totalement notre, tout le corpus de légitimité que nous avançons. Et au niveau incohérence, alors par exemple, moi je travaille sur un article en ce moment sur comment l'Amérique a aidé l'Iran à devenir à étendre son influence au Moyen-Orient. On nous dit que l'Amérique veut lutter contre Ouais. le régime iranien, mais l'opération en Irak, elle a favorisé le séparatisme kurde, qui a rendu les Turcs hystériques contre nous. Mais l'intervention irakienne américaine, elle a aussi permis aux chiites d'arriver au pouvoir. Les chiites revanchards ont massacré les sunnites, qui eux-mêmes, pour se protéger, soi-disant, ont rejoint Al-Qaïda, puis Daesh. Ça veut dire qu'on a développé les métastases à la fois du régime iranien en Irak, alors qu'on dit, certains néocons américains disaient, notre prépositionnement en Irak nous permettra de contrôler l'Iran. Mm. Tu parles, c'est le contraire. Ça a permis à l'Iran de prendre un bout d'Irak au nom de la démocratisation. D'ailleurs, on avait nommé un néocons complètement en dehors de la réalité, Paul Bremer, qui se comportait comme un gouverneur colonial. Non, en Libye, on a quand même entraîné des anciens d'Al-Qaïda avec M. Belhaj, avec l'argent du Qatar, pour liquider Kadhafi. Enfin, vous vous rendez compte, le contre-message, on a mis des islamistes au pouvoir qui étaient des anciens membres d'Al-Qaïda. Monsieur Belhaj a été reçu 2 fois à l'Élysée par Sarkozy et il était considéré très très bien par BHL. Belhaj, c'était le créateur du réseau libyen combattant pour Al-Qaïda, entraîné en Afghanistan puis en Irak. Et on a mis ce genre de type. Maintenant, il est gouverneur de Tripoli et il gère les migrants clandestins. Il s'est fait 2,5 milliards d'euros de richesse en faisant le trafic de migrants depuis Tripoli. Il habite la moitié du temps en Turquie, il est souvent au Qatar, et donc il est très bien avec cet État qui a des prébendes incroyables, il a des accords fiscaux exceptionnels, des prérogatives incroyables. Donc non, nos dirigeants, malheureusement, je ne veux pas employer de mots vulgaires, je dirais pas, je dirais que nos dirigeants sont trop influencés par des États étrangers qui sont hostiles à nos valeurs. Moi, je pense qu'il devrait y avoir des lois qui interdisent à un ancien Premier ministre, à un ancien président, de faire des conférences à 200 000 ou à 100 000 euros dans un pays étranger qui n'est pas celui de l'Union européenne. Un pays hors Union européenne, a fortiori qui n'a pas nos valeurs et les mêmes intérêts que nous, il devrait être interdit qu'un ancien Premier ministre, un ancien ministre ou un ancien président puisse aller se vendre à des fonds américains ou à des fonds de pension russes ou qataris ou de toute origine que ce soit, qui soient extérieurs à notre zone. Et malheureusement, le fait qu'il n'y ait pas cette interdiction, c'est quoi les hommes politiques aujourd'hui? C'est des gens qui se disent, je gagne maximum, je ne sais pas, 15 000 euros par mois, j'ai envie d'en gagner 200 000 Oui, bien par sûr. mois. Ouais. Eh bien, je prépare l'avenir, je donne des prébendes, je donne des avantages au Qatar, à l'Arabie Saoudite, je décore de la Légion d'honneur un ministre saoudien, etc. Et quand je serai plus en fonction, je pourrai me vendre très cher parce qu'ils se rappelleront de moi. J'ai fait des accords avec eux. C'est ça aujourd'hui la démocratie dans les pays occidentaux. Ce sont des gens qui sont liés à des puissances privées extérieures parce qu'ils ne pensent qu'à se faire du fric. Mm. Et la politique est un tremplin pour s'enrichir par la suite. Et donc, vous voyez bien que nos lois ne sont pas correctement faites. Il faudrait rendre cela impossible. Ouais. Vous savez que pour un fonctionnaire, moi j'ai été fonctionnaire comme Pierre, ils sont très vigilants sur les fonctionnaires. Un fonctionnaire est très, très contrôlé. Il n'a pas le droit d'avoir la moindre intelligence avec un pays étranger. Alors pourquoi c'est autorisé pour un Premier ministre et un président? Oui. Bonne C'est ça qui est question. complètement fou dans la démocratie Ouais, c'est sûr. occidentale. Alexandre Delval, on comprend bien aussi comment tout ça peut être utilisé, en tout cas, pour alimenter une certaine haine occidentale aujourd'hui sur notre sol. Le mot de la fin, Pierre Conessa, si vous voulez conclure. Moi, je trouve, enfin en tout cas dans ce qui a traversé notre discussion, c'est que les élites occidentales n'ont pas de culture internationale.
C'est un peu abrupt de le dire comme ça, mais si vous voulez, quand vous faites le cursus court, c'est-à-dire classe prépa, normale sup, Sciences Po, ENA, grand corps, cabinet, vous avez des individus qui en 10 ans n'ont pas touché terre. Ils n'ont fait que de la formation théorique. Oui. Et effectivement, au bout du compte, on leur demande de gérer un pays qu'ils ne connaissent pas, la France, et un monde alors dans lequel ils n'ont souvent aucun rapport. Et ça, rappelez-vous que ce n'est pas le seul cas de la France, mais rappelez-vous que George Bush n'était allé qu'au Mexique quand il était étudiant. Or, il devenait pratiquement le principal dirigeant de la planète. Et donc, si vous voulez, à partir du moment où l'URSS a disparu, est apparu ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent « mais non, mais moi, je rentre de tel pays, je sais qui sont les gentils, je sais qui sont les méchants, et on ne peut pas ne pas. » Dont un certain avec une chemise blanche toujours ouverte de boutons. Par exemple. Mais si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une hubris guerrière qui nous a occupés après la guerre du Golfe. C'est-à-dire que la guerre du Golfe, rappelez-vous, c'était cette horrible dictature irakienne, anciennement moderniste, si vous voulez, qui a envahi cette grande démocratie qui était le Koweït. Bon. Coalition de 35 États, en guerre contre la 4e puissance de la planète. Cette guerre, deux caractéristiques. D'abord, c'est une guerre annoncée. On avait 6 mois de préavis, donc toutes les chaînes de la planète sont venues s'installer. Et donc, au jour J, à l'heure H, effectivement, l'offensive commence. 4e armée de la planète, réduite en 120 heures. Alors on dit, attendez, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'on a une force militaire susceptible de régler tous les problèmes de la planète. Et à partir de ce moment-là, on a militarisé toutes nos interventions extérieures. C'est ce que dit Alexandre. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que la militarisation n'a pas du tout l'effet pacifiant, si vous voulez, qu'on imagine. C'est même l'inverse. C'est même l'inverse. Donc, si vous voulez, on est sur quelque chose où un certain nombre de nos critères de jugement ou d'évaluation de la planète devraient effectivement être réduits. Mais je ne suis pas sûr qu'on en soit encore là à ce moment-là. Et pour le cas de Bremer, moi je suis complètement d'accord avec lui. Ils ont pris le pire des néoconservateurs, le plus abruti qui soit, qui est parti d'un principe qui était sain, puisqu'il disait un homme, une voix. Et les chiites ont dit mais tout à fait d'accord, c'est une très bonne idée. Et du coup, il a fait éclater l'Irak. Voilà, en tout cas, soyons un peu plus cohérents, revoyons nos alliances et ça pourrait nous aider aussi à lutter contre le séparatisme islamiste en France. Merci beaucoup Alexandre Delval. Je rappelle votre livre Vers un choc global, coécrit avec Jacques Sopelsla aux éditions L'Artilleur. Pierre Conessa, votre livre L'état des lieux du salafisme en France, du séparatisme au terrorisme aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup à tous les deux.